Je ne pensais jamais devoir raconter cette histoire. Pendant longtemps, j'ai cru que certaines blessures devaient rester enfouies, cachées derrière le silence. Mais il arrive un moment où la vérité devient plus lourde à porter que le secret lui-même. Mon frère, celui avec qui j'ai partagé mes premiers fous rires, mes peurs d'enfant, mes souvenirs les plus tendres, m'a un jour traité de menteuse. Pas une simple dispute. Pas une phrase lancée sous la colère. Non. Il m'a accusé publiquement, devant toute la famille, devant nos amis, et plus tard, devant un juge. Et tout cela, parce que j'avais osé dire la vérité sur notre père. Une vérité qu'il refusait d'entendre. Pendant des mois, j'ai été la cible de ses mots, de ses regards pleins de mépris. On me disait que j'exagérais, que j'inventais, que j'avais besoin d'attention. Et je me suis demandé si, quelque part, ils avaient raison. Mais ce jour-là, à l'audience, quand le juge a sorti une enveloppe jaunie, une lettre écrite de la main de papa, tout a changé. Le silence qui a suivi, je m'en souviendrai toute ma vie. Et si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour me faire plaindre. C'est parce que je veux que vous sachiez jusqu'où la vérité peut être enterrée, et à quel point il faut du courage pour la laisser remonter à la surface. Je crois que tout commence bien avant les mots. Avant les disputes. Avant même que les vérités se fassent entendre. Chez nous, le mensonge avait pris racine dans les regards, dans les gestes, dans cette façon étrange que nous avions d'éviter les sujets qui dérangeaient. Notre maison, pourtant, semblait paisible. Une grande bâtisse au bord d'un champ, avec des pierres claires et un toit rouge. L'été, le jasmin grimpait jusqu'aux fenêtres et le vent portait l'odeur du pain chaud de la boulangerie du village. De l'extérieur, c'était presque une carte postale. Mais à l'intérieur, l'air était souvent lourd. Trop lourd. Papa imposait le silence comme d'autres imposent la prière. Il n'aimait pas les questions. Il disait souvent, dans une maison bien tenue, on ne parle pas des problèmes, on les règle. Mais rien n'était jamais réglé. On les enterrait, un à un, comme on enfouit des pierres sous la terre, jusqu'à ce qu'elles forment une montagne invisible. Mon frère, Thomas, était son reflet miniature. Il avait la même façon de se tenir, le même regard fier, la même manière de rire trop fort quand papa plaisantait. Moi, j'étais l'ombre dans le tableau. Trop sensible, disait-on. Trop émotive. Trop différente. Papa me répétait souvent que j'étais le maillon fragile de la famille. Et, à force, j'y ai cru. Je me souviens de leurs moments de complicité, les après-midi au garage, les discussions sur le foot, les soirées devant la télé à rire fort pendant que maman et moi faisions la vaisselle. Moi, je regardais mon frère et j'enviais cette facilité qu'il avait à être aimé. Je l'aimais, bien sûr. Mais un amour fragile, tendu. Parce que chaque fois que je voyais papa le prendre dans ses bras, une petite voix me disait que moi, je ne méritais pas la même tendresse. Et puis, il y avait les soirs où papa changeait. Quand il rentrait plus tard que d'habitude, les yeux brillants, les mots durs. Dans ces moments-là, j'apprenais à respirer sans faire de bruit. À devenir invisible. Maman, elle, baissait les yeux. Elle disait que c'était la fatigue, que les hommes sont comme ça quand ils ont trop de soucis. Mais ce n'était pas de la fatigue. C'était de la peur. Je n'ai jamais vraiment su ce que maman savait. Peut-être tout. Peut-être rien. Mais elle vivait dans une sorte de déni lucide, ce mélange étrange de connaissances et de silence qu'on développe pour survivre. Et Thomas, lui ne voulait rien voir. Quand je lui disais que papa pouvait être cruel, que certains mots laissaient des marques invisibles, il riait. « Tu exagères toujours, Claire, me disait-il. Papa t'aime, mais tu cherches toujours les ennuis. » C'était sa phrase préférée, « Tu cherches les ennuis. » Comme si le simple fait de vouloir dire la vérité était une provocation. Un soir, je me souviens très bien, j'avais 15 ans. Papa avait crié si fort que le silence qui suivit me fit mal aux oreilles. Maman pleurait dans la cuisine, Thomas s'était enfermé dans sa chambre, et moi, je suis restée seule dans le couloir, face à la porte de papa. Derrière, j'entendais sa respiration lourde, le bruit du tiroir qu'il fermait. Et dans ma main, je tenais une petite photo, celle de lui et moi, prise un été, quand j'étais encore une enfant. Je l'ai regardée longtemps, et j'ai compris que ce père-là, celui de la photo, n'existait plus. À partir de ce jour, j'ai commencé à écrire. Des mots que je ne disais à personne. Des vérités que je ne pouvais confier à personne. C'était ma manière à moi de ne pas devenir folle. Thomas, lui, s'éloignait. Il me trouvait dramatique, trop sérieuse. Il avait ses amis, son monde, et il préférait croire que j'étais simplement jalouse.
Il ne voyait pas que je me battais pour ne pas m'éteindre. Les années ont passé, et avec elles, les secrets se sont empilés. Papa vieillit, maman s'effaça de plus en plus, et moi, je m'étais juré une chose. Ne plus jamais mentir, même si la vérité faisait mal. Je ne savais pas encore que ce serment allait me coûter presque tout. Ce jour-là, il faisait froid. Un de ces froids qui vous collent à la peau, qui transforment chaque respiration en un petit nuage blanc. Je me souviens du ciel gris, plat, sans promesse. C'était un matin d'hiver, banal en apparence, mais c'est celui où tout a changé. Papa était à l'hôpital depuis quelques semaines. Un accident, disait-on. Une chute dans les escaliers. Mais au fond, je savais que c'était plus que ça. Son corps fatigué, son cœur trop plein de regrets, peut-être, ou de secrets. Thomas et moi, nous ne nous parlions presque plus. Depuis des années déjà, une distance s'était installée, une sorte de mur invisible. Il vivait à Lyon, moi à Paris. On s'écrivait pour les anniversaires, les fêtes, par politesse. C'était devenu mécanique. Mais quand j'ai appris que papa allait mal, j'ai tout laissé tomber pour revenir. Quand je suis arrivée à l'hôpital, Thomas était déjà là. Il avait ce regard fermé, celui qu'il portait quand il voulait tout contrôler. Je me suis approchée du lit, et j'ai vu papa, pâle, minuscule, comme avalé par les draps blancs. C'était la première fois que je le voyais fragile. Et, étrangement, je n'ai pas ressenti de colère. Seulement une immense tristesse. Papa m'a regardé sans dire un mot. Puis il a murmuré, « Claire, je dois te dire quelque chose. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, Thomas est intervenu. « Papa, repose-toi. Ce n'est pas le moment. » Et là, dans ses yeux à lui, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. Pas celle d'un fils inquiet pour son père, non. Une peur plus profonde, viscérale. Comme s'il redoutait ce que papa allait dire. Les jours suivants, l'état de papa s'est aggravé. Et une nuit, il est parti. Sans explication. Sans mot d'adieu. Les funérailles ont été sobres, à son image publique. Un homme bon et juste, entouré de visages pleins de respect. Mais moi, je savais. Je savais qu'il y avait autre chose. Et quand, après la cérémonie, j'ai trouvé cette enveloppe dans son bureau, posée sur son vieux carnet, j'ai compris que le moment de vérité était venu. Sur l'enveloppe, il avait écrit « Pour Claire à lire quand le moment sera venu ». J'ai hésité à l'ouvrir. Je ne savais pas si j'étais prête. Mais le destin a décidé pour moi. Quelques jours plus tard, Thomas est venu me voir. Je ne l'avais jamais vu aussi tendu. « Tu ne vas pas recommencer », m'a-t-il lancé d'un ton sec. « Pas maintenant. » Recommencer quoi? Tes histoires. Tes insinuations. Papa n'est même pas encore enterré correctement. Et tu cherches déjà à salir sa mémoire. Je me suis sentie glacée. Je n'ai rien dit, Thomas. Tu n'as pas besoin de parler. On sait très bien ce que tu penses. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il avait peur que je parle. Que je dise la vérité. Alors, j'ai ouvert la lettre. Les mots de papa tremblaient sur le papier. Son écriture était moins ferme, mais reconnaissable. Il parlait de regrets, de choses qu'il n'avait pas su dire, de blessures qu'il avait laissées derrière lui. Et à la fin, une phrase. Une seule. Une phrase qui allait tout bouleverser. Pardonne-moi de t'avoir fait porter le poids de mes fautes. La vérité te libérera, même si elle te coûte ton frère. J'ai relu ces mots une dizaine de fois, incapable de respirer. Papa savait. Il reconnaissait. J'ai voulu en parler à Thomas. Je voulais tout lui dire, lui montrer la lettre. Je pensais naïvement qu'il comprendrait, qu'il verrait enfin ce que j'avais toujours essayé de lui dire. Mais quand je l'ai retrouvé, le soir même, il n'a pas voulu m'écouter. Je tenais la lettre dans mes mains, tremblante. Il m'a regardée comme si j'étais folle. Tu mens, Claire. Papa n'aurait jamais écrit ça. C'est son écriture. Regarde. Tu as tout inventé. Tu es malade. Tu cherches juste à attirer l'attention. Ces mots ont claqué dans l'air comme une gifle. Et, à cet instant précis, quelque chose s'est brisé entre nous. Il a quitté la pièce en me laissant seule, les mains serrées sur la lettre. Je ne savais pas encore qu'il irait plus loin. Que son refus de croire deviendrait une guerre. Une guerre qui finirait devant un juge. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable naufrage. Je n'aurais jamais imaginé que la mort de papa marquerait le début d'une guerre, pas contre un ennemi, mais contre mon propre frère. Thomas avait tout pris en main, les papiers, les affaires, les comptes, les souvenirs. Moi, j'étais comme une étrangère dans ma propre famille.
Il disait à tout le monde que j'avais perdu pied, que la douleur m'avait fait inventer des choses. Il utilisait des mots polis, choisis, mais je savais qu'il me traitait de folle. Et peu à peu, les regards autour de moi ont changé. Les amis de la famille m'évitaient. Les voisins murmuraient. Même maman, épuisée, restait dans un silence qui me tuait plus que les accusations. Je lisais dans ses yeux une forme de peur, ou peut-être de honte. Je me sentais seule. Complètement seule. Je relisais sans cesse la lettre de papa, comme pour me convaincre qu'elle existait vraiment, que je ne l'avais pas rêvée. Mais un matin, en ouvrant mon tiroir, elle avait disparu. Plus d'enveloppe. Plus rien. J'ai compris immédiatement. Il n'y avait que 2 personnes qui savaient où je la gardais, maman et Thomas. J'ai couru chez lui, hors de moi. Il m'a ouvert avec cet air tranquille, presque moqueur. Tu devrais te reposer, Claire, m'a-t-il dit calmement. Tu l'as prise. Tu n'avais pas le droit. De quoi tu parles? De la lettre. Celle de papa. Et puis il a souri. Un sourire froid, que je ne lui connaissais pas. Il n'y a jamais eu de lettre. Ces mots m'ont coupé le souffle. J'ai senti mes jambes flancher. Ce n'était plus seulement du déni. C'était une volonté de me faire disparaître symboliquement. D'effacer ce que je savais, ce que j'avais vécu. C'est ce jour-là que j'ai décidé de ne plus me taire. J'ai pris rendez-vous avec un avocat. J'ai raconté tout, du début à la fin. Les silences de papa, ses colères, ses regrets, et cette lettre que j'avais tenue entre mes mains. L'avocat m'a écouté longuement, puis il m'a dit doucement, « Vous savez, sans preuve, votre parole seule ne suffira pas. » Je le savais. Mais je ne pouvais pas abandonner. Pas après tout ce que j'avais enduré. Alors j'ai fouillé. J'ai cherché dans les papiers, dans les dossiers, dans les vieux carnets de papa. Et un jour, au fond d'une boîte métallique cachée dans le grenier, j'ai trouvé un carnet en cuir, usé, rempli de son écriture. Des notes, des pensées, des confessions. Et, entre 2 pages, une copie carbone de la lettre. La même. Les mêmes mots. Je me souviens avoir pleuré, seule, assise sur le sol poussiéreux du grenier. Pas seulement de soulagement, mais de tristesse. Parce que pour prouver la vérité, je devais détruire ce qui restait de ma famille. Quand Thomas a appris que j'avais retrouvé la lettre, il a réagi avec une violence que je ne lui connaissais pas. Il m'a appelé en hurlant. « Tu veux salir papa? Tu veux salir son nom? Non, Thomas. Je veux juste qu'on arrête de mentir. » Mais il ne voulait rien entendre. Et quelques semaines plus tard, j'ai reçu une convocation. Il m'avait assigné en justice. Pour diffamation. Le monde s'est effondré une seconde fois. J'étais accusé de mentir sur la mémoire de mon propre père. Et celui qui m'accusait, c'était mon frère. Les jours précédant l'audience ont été interminables. Je ne dormais plus. J'avais peur de parler, peur d'exister. Chaque mot que je prononçais semblait être utilisé contre moi. Mais au fond de cette peur, il y avait une flamme. Petite. Fragile. Mais vivante. Le matin du procès, je me suis habillée simplement. Une robe noire, des cheveux attachés. Pas pour séduire le juge, mais pour me sentir digne. Quand je suis entrée dans la salle d'audience, Thomas était déjà là. Il n'a même pas tourné la tête vers moi. Maman, assise au fond, me regardait avec des yeux vides. Le juge a commencé à parler, d'une voix neutre. Mon avocat plaidait pour moi, calmement, méthodiquement. Puis Thomas a pris la parole. Il disait que j'avais toujours eu tendance à imaginer des drames, que papa m'avait protégée malgré mes troubles émotionnels. Chaque mot me poignardait. Mais je me suis tue. J'attendais. Parce que je savais ce que contenait ce dossier posé sur la table du juge. Au moment où il a ouvert la dernière enveloppe, la salle entière a retenu son souffle. Je n'avais rien dit à personne, pas même à mon avocat. J'avais demandé que la lettre originale soit transmise directement au tribunal. Et quand le juge a sorti le papier jauni, plié en 2, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Il a levé les yeux, puis a commencé à lire à voix haute. « Pardonne-moi de t'avoir fait porter le poids de mes fautes. La vérité te libérera, même si elle te coûte ton frère. » Un silence total. Thomas est resté figé. Maman a porté une main à sa bouche. Et moi, je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. J'ai simplement respiré. Pour la première fois depuis des années, j'ai respiré. Le silence qui a suivi la lecture de la lettre était presque irréel. Un silence dense, suspendu, où l'air lui-même semblait s'être arrêté de bouger.
Je n'entendais plus rien, ni les chuchotements du public, ni le bruit des papiers qu'on rangeait, ni même les sanglots étouffés de maman derrière moi. Seulement le battement de mon cœur. Lent. Profond. Incrédule. Je crois que, pendant quelques secondes, personne ne savait comment réagir. Le juge, lui-même, paraissait ébranlé. Il a reposé la feuille, ajusté ses lunettes, puis il a dit d'une voix grave, « Cette lettre a été authentifiée par un expert. Il ne fait aucun doute qu'elle a bien été écrite par votre père, monsieur et madame Dubois. » J'ai fermé les yeux. Pas de triomphe, pas de vengeance. Seulement une vague immense de fatigue. Cette bataille m'avait tout pris, ma sérénité, ma famille, une partie de moi. Thomas, lui, restait immobile. Il fixait le vide, les poings serrés, les mâchoires crispées. Je savais que dans sa tête, tout s'effondrait. Son héros, son modèle, son père venait de reconnaître ce qu'il avait toujours refusé d'admettre. Et je l'ai compris. Pour lui, ce n'était pas seulement une lettre. C'était une trahison. Le juge a suspendu l'audience. J'ai quitté la salle sans un mot. Le couloir du tribunal semblait infini. Chaque pas résonnait comme un écho de ma propre histoire. Et, en sortant, j'ai vu la lumière. Une lumière froide, hivernale, mais réelle. Je n'étais plus enfermée. Dans les jours qui ont suivi, tout s'est passé comme dans un brouillard. Les journaux locaux ont publié quelques lignes, des voisins m'ont envoyé des messages maladroits, pleins de compassion ou de curiosité. Mais rien de tout cela ne comptait. Ce qui comptait, c'était le silence qui régnait entre mon frère et moi. Il ne m'a pas parlé pendant des semaines. Pas un mot, pas un regard. Je savais qu'il avait honte, qu'il se sentait trahi. Mais au fond, j'espérais encore qu'il viendrait. Qu'il me demanderait « Pourquoi tu n'as pas dit tout ça avant ?» Et j'aurais pu lui répondre. J'aurais pu lui raconter la vérité, toute la vérité. Que papa n'avait pas seulement été dur. Qu'il avait franchi des lignes qu'un père ne doit jamais franchir. Qu'il m'avait fait promettre de me taire, sous prétexte de protéger la famille. Et que ce secret m'avait rongé, chaque jour, pendant des années. Mais je ne l'ai pas dit. Pas tout. Pas encore. Un soir, pourtant, Thomas a frappé à ma porte. Il avait l'air épuisé, les yeux cernés, la voix brisée. « Pourquoi tu ne m'as rien dit avant ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Je l'ai regardé, longtemps, sans un mot. Puis j'ai simplement murmuré, « Parce que tu n'étais pas prêt à entendre. » Il s'est assis. Il ne pleurait pas, mais je voyais dans ses yeux toute la douleur d'un homme qui découvre que la vérité ne libère pas toujours. Parfois, elle détruit avant de reconstruire. Nous avons parlé longtemps. Pas pour effacer le passé, il ne s'efface pas, mais pour tenter de comprendre. Il m'a dit qu'il se sentait coupable, qu'il avait protégé une image, pas un père. Qu'il aurait voulu être plus fort, plus lucide. Et moi, je lui ai dit que je ne cherchais pas la victoire. Seulement la paix. La lettre de papa, je la garde toujours. Pas encadrée, pas exposée, juste dans une boîte, avec d'autres souvenirs. Parfois, je la relis, non pour me souvenir de la douleur, mais pour me rappeler que la vérité existe. Qu'elle survit à tout, au mensonge, à la peur, au silence. Un jour, peut-être, je la brûlerai. Non pas pour l'effacer, mais pour lui donner un sens. Parce que, malgré tout, cette lettre reste une preuve d'amour maladroite, celle d'un père qui a voulu réparer trop tard. Et si je la garde encore, c'est peut-être parce qu'au fond, j'ai besoin de me souvenir que même les monstres peuvent laisser une trace d'humanité. Les mois qui ont suivi le jugement ont eu un goût étrange. Un mélange de vide et de liberté. Comme si, après avoir longtemps retenu mon souffle, j'apprenais enfin à respirer à nouveau, mais que l'air, trop pur, me brûlait les poumons. Le tribunal avait clos le dossier. Officiellement, l'affaire était terminée. Mais les vraies batailles, celles qui laissent des traces, ne se gagnent pas devant un juge. Elles se jouent dans le silence des nuits blanches, dans les souvenirs qui reviennent quand on ne s'y attend pas, dans les regards qu'on croise et qu'on ne reconnaît plus. Pendant un temps, je me suis isolée. J'ai quitté Paris, j'ai loué une petite maison près de la mer, dans un village où personne ne me connaissait. Je voulais entendre autre chose que les voix du passé. Le bruit des vagues me suffisait. Chaque matin, je marchais sur la plage. Le sable froid sous mes pieds, l'air salé sur ma peau. C'est là, entre deux marées, que j'ai commencé à écrire de nouveau. Pas sur ce qui s'était passé, mais sur ce que j'étais devenue. J'ai écrit sur le courage, sur la honte, sur la colère. Et, peu à peu, les mots m'ont ramené à moi-même. Parfois, je pensais à papa.
Je repassais dans ma tête les rares moments où il avait été tendre, un anniversaire, un dessin qu'il avait accroché sur le frigo, une main posée sur mon épaule. Et je me demandais s'il avait jamais su aimer vraiment, ou s'il avait seulement su se faire aimer. Je ne lui pardonnerai peut-être jamais tout. Mais j'ai compris qu'on ne peut pas reconstruire sa vie sur la haine. Alors j'ai appris à pardonner, non pas pour lui, mais pour moi. Pour ne plus lui laisser le pouvoir de m'enchaîner. Maman, elle, a fini par me rejoindre quelques mois plus tard. Elle avait quitté la vieille maison, celle qui sentait la poussière et les souvenirs. Elle s'est assise à ma table, un soir, et m'a dit d'une voix basse, « J'aurais dû te croire. » Je n'ai rien répondu. Ses yeux disaient tout. Et dans ce silence-là, il y avait plus d'amour que dans toutes les excuses du monde. Quant à Thomas, notre relation est devenue quelque chose d'indéfinissable. Pas de réconciliation spectaculaire, pas de grandes embrassades. Mais une forme de trêve. Il m'appelle parfois. Pour savoir si je vais bien, pour me parler de ses enfants, de son travail. Et moi, je l'écoute. Parce que je sais que derrière ces mots simples, il essaie. Et c'est déjà beaucoup. Un jour, il m'a demandé s'il pouvait lire la lettre. Je la lui ai donnée, sans un mot. Il l'a lue lentement, plusieurs fois. Et quand il m'a rendu le papier, il a murmuré, « Je crois que je commence à comprendre. » Ce jour-là, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Parce que même après tout, malgré les blessures, il restait ce lien, fragile mais vivant, entre nous deux. Aujourd'hui, je vis simplement. Je ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Je me lève chaque matin avec cette idée que la vérité n'est pas un cri, mais un souffle. Un souffle discret, persistant, qu'on entend seulement quand tout le reste s'est tu. Parfois, je retourne voir la tombe de papa. Je ne parle pas. Je laisse le vent faire le travail à ma place. Et je lui pardonne un peu plus, à chaque visite. La lettre de papa est toujours dans sa boîte. Mais je sais qu'un jour, je la brûlerai. Pas pour effacer le passé, mais pour le transformer. Pour que la cendre devienne lumière. Et ce jour-là, je saurai que tout est vraiment fini. Que la vérité, enfin, a cessé de me brûler. Et qu'il ne reste plus qu'elle, ma paix. Si vous êtes encore là, à m'écouter, merci. Merci d'avoir pris le temps d'entendre cette histoire, pas seulement la mienne, mais celle de toutes celles et ceux qui ont un jour été traités de menteurs alors qu'ils disaient la vérité. Raconter, c'est risqué. C'est se mettre à nu, laisser les autres juger, comprendre ou pas. Mais aujourd'hui, je ne cherche plus à convaincre. Je voulais simplement dire, la vérité finit toujours par trouver son chemin. Même quand elle arrive tard. Même quand elle fait mal. Mon frère et moi, nous essayons encore de reconstruire quelque chose. Ce n'est pas simple, mais c'est réel. Et je crois que c'est ça, la vie. Apprendre à aimer les fissures, à accepter que la lumière passe à travers elles. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi vous avez dû vous battre pour que votre voix soit entendue, laissez un mot, un simple mot, dans les commentaires. Parce que parfois, une parole vraie peut sauver quelqu'un d'un nouveau silence. Et si vous le pouvez, partagez cette vidéo. Pas pour moi. Mais pour tous ceux qui ont encore peur de parler. Je suis Claire, et maintenant, je respire.